François Durand, on t'a tendu la pêche. François Durand qui est hépatologue, qui va être maintenant chef du service des pathologies de l'hôpital Beaujon. On a peut-être une expérience moins innovante, mais vas-y. C'est pas bête, hein, le G, hein. Vachement intelligent. Combine. Voilà, s'il a fait en anglais, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, Mesdames, Messieurs, je suis très très honoré, très impressionné d'être ici devant une audience aussi prestigieuse, un peu embarrassé de parler devant l'Académie de chirurgie parce que je ne suis pas chirurgien, et un peu embarrassé de parler du foie et du rein parce que je ne suis pas néphrologue et que je parle aussi devant d'éminents néphrologues. Donc je vais essayer de faire mon possible. Oui, la flèche, ça doit être ici. Il y a en fait des interactions complexes, il va y avoir des répétitions avec cette présentation et celle d'Emmanuel, mais heureusement parce que ça prouve qu'on est en phase sur pas mal de points. Il y a des interactions en fait entre le foie et le rein et qui intéressent le domaine de la transplantation. La première, je ne vais pas détailler, c'est des anomalies métaboliques hépatiques qui sont la cause de la maladie rénale. Donc, par exemple, l'hyperoxalurie. Si on transplante le rein et qu'on ne change pas le foie, l'hyperoxalurie persiste et le greffon rénal est perdu en quelques mois. Il y a une maladie du foie et du rein, dont l'exemple le plus fréquent finalement c'est la polykystose, on va y revenir. Il y a ce problème majeur central qui est celui de l'interaction entre la cirrhose et la fonction rénale, avec d'une part le syndrome hépatorénal qui est en principe réversible, et puis d'autre part des insuffisances rénales organiques qui sont relativement fréquentes dans cette population de cirrhotiques, sous forme de glomérulosclérose, de néphropathie diabétique, etc., à cause des comorbidités qui sont fréquentes. Et puis enfin, je discuterai brièvement la question de la transplantation hépatique chez quelqu'un qui a une indication à une transplantation rénale. Alors premièrement, la polykystose. Alors, la polykystose, comme vous le savez, est une maladie génétique rénale, mais qui peut atteindre le foie. Au niveau du rein, c'est assez simple. On a une insuffisance rénale chronique qui va progresser inéluctablement au fil des années, avec à terme la nécessité d'une mise en hémodialyse ou d'une transplantation rénale. Et donc on a des familles de patients qui ont cette histoire d'insuffisance rénale et de transplantation. Au niveau du foie, c'est plus compliqué parce que la polykystose hépatique ne génère jamais d'insuffisance hépatique, même quand on a une atteinte majeure, comme chez ce patient ou cette patiente, avec une très volumineuse hépatomégalie. Donc il n'y a pas d'insuffisance hépatique, ce n'est pas une cirrhose, il peut y avoir un peu d'hypertension portale, mais il peut y avoir un handicap majeur. Vous imaginez cette patiente avec un épanchement pleural complet, une alimentation qui est limitée parce qu'il n'y a plus de place pour l'estomac, une dénutrition, une amyotrophie et une acide. Donc là, c'est assez basique. Soit le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ou à 40 pour certains, et dans ce cas-là, on fait une transplantation combinée hépatique et rénale, soit le DFG est supérieur à 30 ml par minute, et dans ce cas-là, on fait une transplantation hépatique seule, si le handicap est majeur, et on surveille la fonction rénale, en sachant que ces patients ont de fortes chances d'arriver à la transplantation un jour ou l'autre. Alors pour les résultats, vous voyez ici des séries rapportées dans la littérature. C'est une chirurgie qui est complexe, qui demande de l'expérience à cause de la taille de l'hépatomégalie, mais qui donne néanmoins de très très bons résultats avec des taux de survie qui vont de plus de 85 à 90% à un an. Et après, en fait, ça ne change pas parce que c'est des malades qui n'ont pas de récidive. On en a fait 46 à Beaujon avec une survie à 5 ans qui est aux alentours de 85-87%. Donc ça, c'est pour la survie, mais le plus spectaculaire, en fait, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que quand on prend en compte la qualité de vie de ces patients avant la greffe, on a un handicap majeur. Donc là, c'est une qualité de vie qui est évaluée par un score, le score de Karnowski, qui est un score grossier mais qui est assez robuste. Et donc vous voyez que c'est des patients qui sont extrêmement handicapés. Et après la greffe, ils retrouvent tous un état normal, un travail, une famille, etc. C'est souvent des gens jeunes. Donc c'est des résultats qui sont extrêmement
intéressant. Donc je passe maintenant au problème qui est le plus difficile, qui est celui effectivement du cirrhotique, qui est candidat à la transplantation et qui a une insuffisance rénale. Alors là, il y a plusieurs problèmes. D'une part, il y a un constat, c'est que l'insuffisance rénale est fréquente chez les cirrhotiques. Le deuxième constat, c'est que la créatininémie, qui n'est pas vraiment un marqueur de fonction hépatique, a une valeur pronostique au cours de la cirrhose, et à tel point que la créatinine fait partie des 3 variables qui sont prises en compte dans le score MELD, qui est le score qui est actuellement utilisé pour évaluer le pronostic de la cirrhose le plus largement. C'est un bon marqueur pronostic, mais pour autant, c'est un assez mauvais marqueur de la fonction rénale. Comme l'a dit Emmanuel, le métabolisme hépatique et la dénutrition font que la créatinine et toutes les formules qui sont basées sur la créatininémie tendent à surestimer, on va y revenir, la fonction rénale. Il y a l'insuffisance rénale avant la transplantation, dont on sait que c'est un facteur de mauvais pronostic après la greffe. Le syndrome hépatorénal, on verra que la réversibilité est incomplète. Et puis, on a le problème de ce qui se passe des années et des années après la transplantation, en sachant qu'on va utiliser des immunosuppresseurs qui sont fortement néphrotoxiques et qu'on aura des comorbidités telles que le diabète qui vont continuer. Premièrement, le pronostic. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la formule qui est un petit peu compliquée du score MELD, mais avec 3 variables qui sont très simples, créatinine, bilirubine et INR. On prend un malade qui a une altération des fonctions hépatiques moyenne, avec un INR à 1,5, une bilirubine à 50, et on voit simplement la variation de son espérance de vie évaluée par le score MELD, selon qu'il a une créatininémie à 90. Alors là, l'estimateur est un peu compliqué, je n'ai pas tout compris, mais les rapports sont assez parlants. 2900 patients année. Une créatininémie à 150, on passe à un score MELD de 20 et on réduit très fortement l'espérance de vie. Une créatininémie à 350, toujours avec les mêmes fonctions hépatiques. Et là, vous voyez qu'on a une réduction encore plus drastique de l'espérance de vie. Donc c'est vraiment un marqueur qui pèse lourd dans le pronostic des cirrhotiques. Une difficulté, quand on discute l'indication d'une transplantation hépatique et rénale, c'est effectivement d'avoir la fonction rénale du malade. Et tout le problème, c'est que la créatininémie et les formules tendent à surestimer la fonction rénale des cirrhotiques. Autrement dit, elles sont adaptées à la population générale, mais très imparfaites chez les cirrhotiques. Ça, c'est une étude qu'on avait faite dans le service. Et vous voyez, quand on mesure avec des formules, on a des débits de filtration glomérulaire qui sont supérieurs à 100, et puis on a cette différence d'à peu près 20 ml/minute dont parlait Emmanuel, avec un débit mesuré, cette fois-ci, avec une clairance mesurée, donc qui est réelle, qui est plutôt aux alentours de 85. Autrement dit, si on utilise les formules, on se trompe. Et là, dans notre population, on avait 30% de malades chez lesquels on avait une surestimation de plus de 30% du débit de filtration glomérulaire avec les formules. Donc il faut mesurer. Deuxièmement, impact de l'insuffisance rénale sur la survie des patients après la transplantation. Il y a clairement un impact délétère. Et si on prend des catégories de malades selon le débit de filtration glomérulaire au moment de l'inscription, on voit que l'espérance de vie diminue assez fortement chez les malades qui ont un DFG inférieur à 20 ml par minute. Donc c'est à prendre en compte. Maintenant, les causes. Il y a le syndrome hépatorénal, qui est une insuffisance rénale de type fonctionnel, qui répond à une définition qui, dans les livres, est assez compliquée et qu'aucun malade ne remplit de façon complète. Et si on veut schématiser, on a une vasodilatation systémique et splanchnique, une diminution de la volémie efficace, qui aboutit à une vasoconstriction rénale et à une diminution du débit de filtration glomérulaire. Et donc tout ça, en principe, si on change le foie, on traite l'hypertension portale, on réverse la vasodilatation périphérique et la vasoconstriction rénale, et donc on améliore la fonction rénale. Et en fait, quand on regarde des séries de patients qui ont été transplantés avec un diagnostic de syndrome hépatorénal, certes, dans la majorité des cas, vous voyez ici quelques études, on améliore la fonction rénale, dans 100% des cas pour certaines études, mais les patients, à distance de la greffe, gardent une insuffisance rénale avec soit des taux de créatinine qui restent élevés, soit des débits de filtration glomérulaire qui, en moyenne, sont plus faibles. Donc ça n'est pas complètement réversible.
Et puis surtout, quand on fait des biopsies, alors nous on a la chance de pouvoir faire des biopsies par voie transveineuse, donc s'affranchir de l'acide et des troubles de la coagulation. Vous voyez ici une série de 74 malades cirrhotiques qui avaient une élévation de la créatinine, ou bien une protéinurie, ou bien une anomalie du sédiment urinaire. Et donc, certains de ces malades avaient un authentique diagnostic sur le papier de syndrome hépatorénal. Biopsie normale, 0. Aucune biopsie normale. Dans 27% des cas, on avait des anomalies tubulo-interstitielles prédominantes, et dans 78% des cas, des anomalies glomérulaires variées, avec des glomérulopathies à IgA, du diabète post-infectieux, etc. Alors voilà un bel exemple d'une biopsie rénale chez un malade qui avait, entre guillemets, un syndrome hépatorénal. Je ne suis pas du tout spécialiste, j'ai un peu peur de commenter, mais on voit des glomérules en pain à cacheter, des anomalies interstitielles et des dépôts de compléments quand on fait de l'immunofluorescence. Alors ça, c'est un exemple particulier, une hypothèse, mais qui n'est pas vérifiée, c'est qu'en fait, au cours du syndrome hépatorénal, on a une vasoconstriction rénale, on a une ischémie qui peut être plus chronique qu'on pense, et plus chronique qu'aiguë en tout cas, et que si la situation du malade perdure pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fait, on finit par avoir des lésions de néphropathie ischémique qui ne sont pas réversibles. Autre chapitre, c'est la fonction rénale à long terme après la transplantation. Ça, c'est une diapo, un schéma qui est très cité. Grande étude réalisée sur une très grande cohorte, 69 000 malades aux États-Unis, qui ont reçu un organe solide, transplanté d'un organe solide, autre que le rein. Eh bien, vous voyez que l'incidence cumulée de l'insuffisance rénale chronique sévère, elle est très importante, 28% à 120 mois. Et paradoxalement, elle est plus importante chez les cirrhotiques que chez les malades transplantés du foie, que chez les malades qui reçoivent une transplantation cardiaque ou pulmonaire. Donc ça pèse très lourd dans nos résultats. Et les facteurs prédictifs de l'insuffisance rénale, c'est le sexe féminin, je ne sais pas pourquoi, le virus C, le diabète et l'insuffisance rénale post-opératoire aiguë. Et on retombe sur ce qu'on a dit sur les nécroses tubulaires post-opératoires. On peut faire des transplantations combinées du foie et du rein chez des malades qui ont une insuffisance rénale, mais en fait, le bénéfice n'est pas seulement additif, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement faire la transplantation hépatique et la transplantation rénale pour récupérer une bonne fonction rénale. Il y a aussi la question de l'effet immunoprotecteur du foie. Et on a bien montré, on en a discuté à plusieurs reprises, que le fait de transplanter le foie du même donneur, ça diminue le rejet humoral hyperaigu, ça diminue le taux de rejet aigu et ça diminue les besoins en traitement immunosuppresseur. Ça, c'est bien illustré par cette étude qui avait été montrée, je crois, tout à l'heure, qui compare en fait une transplantation hépatique et rénale soit en même temps avec le même donneur, soit séquentielle, c'est-à-dire qu'on transplante d'abord le foie et puis après le rein parce qu'il y a une insuffisance rénale. Et cette étude montre bien que quand on fait les deux en même temps, on a une augmentation significative de la demi-vie du greffon rénal, moins de rejet chronique, bien que le mismatch HLA soit plus élevé, et une meilleure survie du greffon rénal à 3 ans. Et ça a amené certaines équipes à une idée, alors là je m'adresse aux chirurgiens parce que je trouve que c'est une idée fantastique, de se dire finalement, puisque le foie a un effet immunoprotecteur, nous on a des patients qui ont des cross-matchs positifs, qui sont très hyperimmunisés, qui sont très difficiles à transplanter du rein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un lobe gauche d'un greffon, on va le transplanter en auxiliaire, et avec ça, même si le malade n'a pas de maladie hépatique, on va faire de la thérapie immunosuppressive avec le foie. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça marche. Là, c'est une petite série, mais je crois que j'ai vu les auteurs qui ont montré plus de malades. Vous voyez 7 patients hyperimmunisés, c'était essentiellement des patients qui avaient une retransplantation rénale, qui avaient tous un cross-match positif. On leur a tous greffé un petit lobe gauche et on a transplanté le lobe droit à un adulte, ce qui ne pose pas de problème. Et après, on a négativé le cross-match après la perfusion du greffon hépatique dans 6 cas sur 7. Et perte du greffon rénal, seulement 2 sur 7, ce qui est assez satisfaisant. Donc voilà un exemple, je pense, de ce que peut faire la chirurgie hépatique, la contribution en tout cas pour les progrès de la transplantation rénale. Alors les résultats de la transplantation combinée, quand on prend la décision, ils sont finalement assez bons. On voit ici la comparaison tu as montré cette diapo, ils sont meilleurs
que ceux de la transplantation isolée, avec une survie à 5 ans qui est un petit peu supérieure, mais qui est quand même nettement moins bonne dans le sous-groupe des malades qui ont une infection par le virus de l'hépatite C. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut faire des transplantations combinées versus séquentielles? Là encore, c'est une série qui est basée sur les registres américains avec beaucoup de malades. Quand on fait une transplantation combinée du foie et du rein, on a des résultats qui sont équivalents à ceux de la transplantation hépatique isolée, 64% de survie versus 68%. Quand on fait le foie après le rein, on passe à 54%. Quand on fait le rein après le foie, on passe à 22%. Et là, c'est tout le problème des comorbidités, l'âge supérieur à 65 ans, le sexe masculin, et on retrouve l'infection par le virus C, le diabète, etc. Et donc, chez ces malades qui ont des retransplantations, il faut vraiment se poser la question du bénéfice de la greffe. Donc, aux États-Unis depuis 2002 et en France depuis 2007, on a adopté le score MELD qui prend en compte la créatinine pour prioriser les malades à la transplantation. Et la conséquence, aux États-Unis plus qu'en France, c'est que, avec le score MELD, on transplante des malades plus graves qui ont des créatininémies plus élevées et on fait plus de transplantations hépatiques et rénales. On consomme plus de greffons rénaux. Donc, c'est un peu plus vrai, plus marqué aux États-Unis qu'en France. Donc il y a des limites. En théorie, c'est idéal, mais il y a des limites. Les limites, c'est que c'est une intervention qui est plus complexe, avec une morbidité accrue, qu'on a une réversibilité de l'insuffisance rénale qui est difficile à évaluer et qu'il faut éviter des transplantations futiles, une liste d'attente de transplantation rénale qui est très élevée, et donc il faut aussi, là encore, essayer d'économiser des reins chez des patients qui ont un potentiel de régénération. Un dernier point sur la question de la transplantation hépatique chez des patients qui ont une indication de transplantation rénale. Alors la cirrhose, bon ça c'est une petite série, mais quand on a une cirrhose compensée, on a des résultats qui suggèrent qu'on n'a pas forcément besoin de transplanter le foie en même temps et qu'on a peu de chances d'avoir une décompensation après une transplantation rénale isolée et des bons résultats en termes de survie. Autrement dit, la cirrhose, ça n'est pas une contre-indication à la transplantation rénale isolée. Donc quelques conclusions en pratique. Il y a des critères de transplantation combinée hépatique et rénale qui viennent d'être révisés par une équipe d'experts aux États-Unis et qui ont été publiés récemment, à la fin de l'année 2012, auxquels vous pouvez vous référer. Mais la question étant l'expérience de Beaujon, je vais vous donner un petit peu notre sentiment sur cette question difficile. Et c'est plutôt les recommandations de Beaujon, Saint-Louis, Necker, c'est les équipes avec lesquelles on travaille le plus. Premièrement, l'hémodialyse avant la transplantation en réanimation, ça n'est pas nécessairement l'indication d'une transplantation hépatique et rénale. Il y a des malades qui récupèrent. Deuxièmement, pour le syndrome hépatorénal, on a souvent des fluctuations de la créatininémie et il faut essayer de se baser sur la créatininémie la plus basse au cours des 3 derniers mois. Bien entendu, c'est difficile de faire un débit de filtration glomérulaire parce que c'est souvent des malades qui ont des fluctuations importantes et donc si on le mesurait, on aurait des variations du débit dont on ne saurait pas très bien quoi faire. Il faut toujours rechercher une maladie chronique sous-jacente qui peut être responsable d'une maladie rénale chronique, en particulier l'hépatite C et le diabète. L'absence de protéinurie chez un cirrhotique grave, ça n'exclut absolument pas dans notre expérience une glomérulopathie sévère. On a des biopsies de malades qui avaient pas de protéinurie et qui avaient des lésions glomérulaires très avancées. Et donc, si on a un doute, une solution, c'est de faire une biopsie transveineuse. Et à ce moment-là, on se base sur le résultat de la biopsie pour savoir s'il y a des lésions parenchymateuses significatives, auquel cas on opte pour une double transplantation hépatique et rénale, ou bien s'il n'y a pas de lésions importantes, auquel cas on fait une transplantation hépatique seule. Alors maintenant, chez les malades stables, on sort du contexte du syndrome hépatorénal. Je crois que la décision d'une double transplantation, c'est une décision qui est lourde de conséquences, parce que si on fait la double transplantation, on prend, entre guillemets, à la communauté un greffon rénal. Donc il ne faut pas se baser sur la créatinine, il ne faut pas se baser sur les formules, et il faut faire l'effort de mesurer le débit de filtration glomérulaire avec un marqueur exogène. Il faut, comme pour les autres malades, rechercher une cause potentielle de maladie chronique du rein, diabète, virus C, hypertension artérielle. Et si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 40 ml par minute, on a tendance à faire une biopsie rénale.
Et là encore, on se base sur les résultats de la biopsie pour prendre la décision d'une transplantation. Et clairement, on manque de marqueurs non invasifs, et moi je suis assez séduit par cette approche avec une combinaison anti-G. Alors, je termine avec la dernière question, qui est celle des retransplantations hépatiques, ou plutôt des retransplantations rénales chez des malades qui ont une infection par le virus C, qui ont un greffon rénal qui n'est plus fonctionnel, qui sont arrivés au stade de cirrhose. Est-ce qu'il faut faire une double transplantation ? Là, la question est, je dirais, débattue actuellement. On a souvent beaucoup de comorbidités, avec les effets cumulés des anticalcinurines, le diabète, le virus C, l'hypertension artérielle. Et donc là, on a des résultats qui peuvent être déraisonnables, moins de 50% de chances de survie à 5 ans. Est-ce que ça vaut la peine de greffer un greffon rénal, un greffon hépatique, et de pénaliser la communauté ? Je ne suis pas certain. La question est actuellement débattue et il y a une évaluation supervisée par l'Agence de la biomédecine. Mais je crois qu'il faut réviser les indications. Je vous remercie. 3 minutes de retard. 2 minutes de retard. Allez. Emmanuel, oui, viens nous dire d'abord ou commenter la position de François Durand. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a raconté. Nous, moi, je ne regarde pas forcément la créate la plus basse, mais le MDRD, parce que même si ce n'est pas fiable, c'est la créate non plus, donc ça revient au même. Les fluctuations sont majeures, c'est-à-dire que si on voit que ça monte et que ça descend tout le temps, on peut penser que c'est réversible. C'est quand ça devient... et surtout quand on sait que les patients ont décompensé quand ça montait. Donc il faut vraiment regarder l'histoire clinique du patient et avoir toutes les informations sur quand c'était élevé, est-ce qu'il était décompensé ou pas. Je parle de créatinine là. Et je crois que si, quand c'était élevé, la créate, il n'était pas décompensé, il faut penser à la double greffe. Mais nous, on n'a pas la technique de la biopsie parce qu'elle a dû être faite à Lyon un certain temps. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis parce que la biopsie par voie transjugulaire rénale, ce qui est intéressant dans le rein, c'est le cortex. Parce que dans le médulaire, on ne voit rien. Les glomérules sont dans le cortex. Quand vous passez par la voie transveineuse, vous ne saignez pas en interne parce que vous traversez une veine. Et si vous traversez dans le cortex trop loin, vous traversez la capsule et ça revient au même que de passer par l'autre côté. Oui, je pondère un petit peu mon enthousiasme concernant la biopsie rénale. On a peu de complications parce qu'on est prudent. Enfin, moi, j'en fais pas. Je parle pour les opérateurs qui en font. Mais la rentabilité de la biopsie, il faut bien le reconnaître, est quand même limitée parce que chez pas mal de malades, on a des tout petits échantillons et qu'on a des difficultés à interpréter. Donc, elle n'est pas contributive dans 100% des cas. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs. Je rends le micro au président. Eh bien, je vais remercier également les orateurs et techniques, notamment lyonnaises et parisiennes, qui nous ont présenté une séance tout à fait magnifique. Et je rappelle, pour les membres de l'Académie, et d'ailleurs les autres si les intéresse, que la semaine prochaine, il n'y aura pas à Paris de séance, puisqu'on fait la séance à Grenoble sur les gestes médicaux, chirurgicaux, assistés par ordinateur. Il y a déjà 150 inscrits pour cette séance commune entre le laboratoire d'excellence ECAMI et l'Académie nationale de chirurgie. Donc ça va être probablement la séance qui, dans l'année, va attirer le plus de monde et dont nos 2 secrétaires de séance auront un travail important pour faire les résumés lors des séances prochaines, compte tenu du fait qu'il y a déjà plus de 30 communications prévues et des ateliers pratiques sur tous ces gestes assistés par ordinateur. Donc merci encore et merci encore aux équipes de Lyon et de Paris pour les magnifiques présentations qu'ils nous ont faites.